1,3 million de réfugiés qui ont été accueillis. En France, on était à moins de 35 000. Comment vous expliquez un tel différentiel? Alors, je veux bien que l'Allemagne ait des besoins économiques, en main-d'œuvre ou autre, mais là, on est quand même sur un différentiel absolument terrifiant, quoi, quelque part. Le différentiel, je veux dire des banalités, il est d'abord lié au fait qu'une personne a été courageuse. Voilà, parce qu'une nation, c'est une parole, un leader politique, c'est un discours, c'est une façon de se rassembler autour de certaines valeurs. On peut être en désaccord avec d'autres aspects de la politique de Mme Merkel, des aspects économiques, des aspects sociaux, des aspects diplomatiques. Mais sur cette question-là, elle a été au rendez-vous de l'Europe. Elle a été au rendez-vous de nos valeurs communes. Elle a assumé d'en payer le prix, y compris les difficultés électorales actuelles, mais au niveau de la longue durée, pas du mandat électoral, c'est elle qui a été au rendez-vous de l'histoire. D'abord, nous ne pouvons pas faire comme si, en l'occurrence, il s'agissait de la crise syrienne, on ne peut pas faire comme si tout cela ne nous concernait pas, comme si nous n'avions pas des responsabilités dans tout ce qui se passait. Dans les révélations de décembre de Mediapart, je ne sais pas si vous avez vu ça, il y avait cet énorme scandale du numéro 1 mondial du ciment, qui est aujourd'hui suisse, mais qui était français au départ, Lafarge. Et ils ont versé des montants faramineux à l'ensemble, l'État islamique et toutes les autres factions derrière, parce l'appât du gain. On a fait un investissement, on est rattrapé par une crise, et il faut absolument, donc on paye. Donc on leur donne de quoi s'armer, de quoi torturer, de quoi, etc. Et parmi tous les scandales de ça, les responsables, ça se compte en dizaines de millions de dollars, les responsables qui ont fait ça n'ont pas été mis en détention provisoire, alors que, comme vous le savez, une mère de djihadistes qui a envoyé des mandats, des chèques, des versements postaux à l'un de ses enfants, c'est pas bien, évidemment. Et l'amour maternel peut soit être un aveuglement, soit s'accompagner d'aveuglement idéologique, je ne sais pas. Mais toujours est-il que cette personne a été condamnée à de la prison ferme et elle a fait de la détention provisoire. Je prends cette anecdote-là pour dire que nous sommes dans un monde totalement imbriqué. Nous sommes dans un monde totalement obligé d'être solidaires. Nous sommes dans ce monde global. Et donc, quand une partie de l'humanité bouge, nous sommes concernés. Je voudrais juste dire des chiffres que j'ai apportés pour nous. Aujourd'hui, dans l'Union européenne, et ils sont essentiellement en Allemagne, ces demandeurs de refuge, je prends tous ceux qui sont tarifés comme ça, c'est 0,7% de la population européenne. C'est migrants, exilés, réfugiés. Au Liban, c'est 17%. En Turquie, c'est 3,8%. À l'échelle de l'humanité, c'est à peu près le même chiffre que pour l'Union européenne. C'est 0,7%. 0,75 exactement. Comment une humanité de bientôt 8 milliards ne pourrait pas digérer cela? 0,75% de l'humanité ne vit pas dans son pays de naissance, est exilé, réfugié et en demandeur de refuge. Il y a 7 millions de Syriens à l'intérieur de leur pays, mais qui sont eux-mêmes déplacés à l'intérieur de leur pays, et il y en a 4 à l'extérieur. Je continue. Dans le sol, l'ensemble des réfugiés dans le monde, ce qu'on appelle, qui n'est pas une réalité géographique, mais une création politique, l'Occident, c'est-à-dire les États-Unis, le Canada, l'Europe, l'Australie, en accueille 15%. Quelle est la partie du monde qui en accueille 25%? C'est l'Afrique subsaharienne, qui n'a pas notre richesse, qui n'a pas nos moyens. Mais elle les accueille, quand même, quelles que soient les difficultés. S'il y a un thème dont j'aimerais vous convaincre,
Et que disent entre nous? Et c'est ça qu'il y a un vrai décalage entre le discours politique et médiatique. Vous allez voir les spécialistes de géopolitique, les spécialistes des questions migratoires, les sociologues, les anthropologues, les économistes qui travaillent sur ces sujets. Vous allez voir quelqu'un qui est belge mais qui enseigne à Sciences Po Paris, qui est François Gémen, qui est un des meilleurs spécialistes sur ces questions-là. Tous, qu'est-ce qu'ils vous disent? Ils disent, ce n'est pas une crise migratoire, ce n'est pas une crise des migrants, c'est une crise de l'accueil. C'est le sens de votre question. C'est une crise de l'accueil. Mais est-ce que c'est simplement une question de courage en France? C'est simplement parce que ça peut aussi être un constat d'échec de ces 40 dernières années, où en termes d'intégration, on a été extrêmement mauvais. On a les premières générations de migrants dans les années 70, en tout cas d'Afrique du Nord, qui n'étaient pas dans la logique du retour, d'ailleurs qui interdisaient même à leurs enfants de prendre la nationalité française. Après, on a eu la marche des beurs, si je me souviens bien, c'est en 83, où là, il y a eu un début de revendication en disant, ben voilà, on est en France, nos enfants sont en France, etc. Et donc on a envie de s'inscrire dans cette société, mais qui était extrêmement cloisonnée dès le départ, extrêmement ghettoisée, progressivement aussi, et que la France, ben, contrairement peut-être à l'Allemagne, qui par exemple sur les migrants aujourd'hui, en tout cas les réfugiés politiques, leur permet de travailler directement, leur permet d'accéder à l'apprentissage de la langue. D'ailleurs, la langue, c'est assez intéressant parce que si on prend l'Allemagne et l'Espagne, il y a une obligation d'apprendre la langue pour pouvoir résider dans ces pays, ce qui n'est pas le cas en France. Donc en termes d'intégration, ça joue aussi, certainement. Parce que c'est pas surtout un constat d'échec où on se dit, ben, finalement, on n'a pas été capable pendant 40 ans, là on a une sorte de trop-plein, en tout cas une perception de trop-plein, et on se dit, waouh, stop, surtout qu'en plus, ben, là c'est des musulmans, il y a eu Daesh, il y a eu tout ça. Il y a eu le Bataclan, il y a eu Charlie, et donc on a peur, on a des opinions publiques qui se radicalisent aussi, en France comme ailleurs en Europe. Un pays, pour à la fois se construire lui-même, construire un avenir, rassembler sa population dans sa diversité politique, dans sa diversité culturelle, religieuse et autres, ça suppose pour moi un imaginaire. Ça suppose d'avoir un imaginaire commun. Et un imaginaire commun suppose d'être au clair sur à la fois ce que nous sommes et ce que nous avons été. Je donne, pour faire comprendre ce que je vais dire, et après je vais le développer, je vais donner un exemple très concret. L'attitude d'Angela Merkel, la pédagogie qu'elle a eue, elle l'a eue par rapport aussi à l'histoire d'un pays qui a été un pays fracassé. D'un pays fracassé au cœur de la catastrophe européenne, donc un pays de gens déplacés, de populations déplacées, de destruction, de guerre, un pays divisé, y compris sa propre histoire, grandi du côté en Allemagne de l'Est. Donc elle a fait une pédagogie par rapport à, vous voyez, ce qui leur arrive là, eux, rappelez-vous ce qui nous est arrivé, nous. J'ai été, je le disais tout à l'heure, à Briançon, à l'ouverture des États généraux des migrations, avec ces montagnards, le passage de témoins des marins aux montagnards. Il y avait là des élus locaux, il y avait là le maire de Briançon, il y avait des élus d'autres communes, il y avait des élus de l'autre côté, côté italien. Qu'est-ce qu'ils expliquent? Comment ils font quand ils disent, nous on va accueillir. On va, tiens, il y a telle ancienne caserne de CRS qui est vide, tiens, il y a tel lieu, on va accueillir. On va faire même une maison de l'hospitalité, c'est dans leur projet. Comment ils font? Comment ils font vis-à-vis de leurs administrés par rapport aux pesanteurs, aux préjugés, aux peurs? Eh bien, ils prennent ce temps-là. Ils prennent ce temps de dire, mais vous vous souvenez, là, au moment des bombardements, là, à Briançon, on a dû évacuer la vieille ville, et on était où, accueillis, etc. Alors, ils font ce rapport à notre propre histoire. Ne pas oublier, je le dis souvent de livre en livre, pardon, je suis un peu fatigué, de livre en livre, qu'on a souvent dans nos propres histoires familiales été nous-mêmes des migrants. Je suis breton d'outre-mer, j'ai été construit culturellement dans une histoire qui est une histoire de déplacement. Mes tantes bretonnes ont enseigné en Seine-Saint-Denis parce que, voilà, ça a été un département, le 9-3, ça a été historiquement aussi un département de travailleurs pauvres bretons. Voilà, on est tous issus de cette histoire. Alors, ce détour par la Bretagne n'est pas indifférent. Et je disais tout à l'heure,
aux amis qui nous accueillent qu'ils devraient inviter cette personne ici en Alsace, ça vous intéresserait beaucoup. J'ai préfacé, il y a un an de cela, un autre manifeste, un peu plus long et développé, qui est le manifeste de Jean-Michel Le Boulanger. Jean-Michel Le Boulanger, c'est le premier vice-président de la région Bretagne, chargé de la culture et de la démocratie, dans la majorité qui est celle donc, où il y a aussi bien la gauche que En Marche, puisque c'est une gauche passée à En Marche, en partie avec Jean-Yves Le Drian, qui n'est plus le président antique de la région Bretagne, mais personne n'a retenu le nom du président. Ça reste la région de Jean-Yves Le Drian, le cumul, ministre, etc. Et donc le premier vice-président, c'est ce Jean-Michel Le Boulanger, qui a été quelque temps à l'UDB, l'Union démocratique bretonne, donc qui est au cœur de cette renaissance culturelle de Bretagne, économique, dynamique, etc. Et ce manifeste qu'a fait Jean-Michel Le Boulanger, pour moi, dans ces dernières années, est le texte politique le plus important qui ait été produit dans notre pays. Ça s'appelle Manifeste pour une France de la diversité, venu de Bretagne et du monde. Ça répond toujours pas à ma question. Mais si, parce que ça répond à la question de l'imaginaire. D'abord, être au clair sur qui nous sommes. Qui nous sommes. Que nous sommes en effet un pays profondément multiculturel. Que nous sommes faits des ailleurs. Que nous sommes dans la constitution de notre peuple une Amérique de l'Europe. Ce qui amène obligatoirement à avoir un rapport autrement serein, lucide et tranquille par rapport à notre histoire coloniale. C'est pas une question de repentance, c'est admettre qu'elle nous a fait ce que nous sommes. Admettre que dans les soldats de la France libre du général de Gaulle, statistique de 43, 66% de troupes coloniales, plus 18% de légions étrangères. Le reste, expression de l'époque, français de souche. Le reste, c'est-à-dire la petite minorité. C'est le monde qui nous a sauvés. C'est le monde qui est avec nous. Et c'est le monde qui nous a fait aussi ce que nous sommes. À la fin de son manifeste, et j'ai fait 7 débats avec Jean-Michel Le Boulanger en Bretagne, mais nous n'arrivons pas à faire sortir ce thème de la Bretagne. C'est pour ça que j'aimerais bien que vous lui fassiez une grande réception ici. Et Jean-Michel Le Boulanger, à la fin de ce manifeste, qui est publié par la grande librairie de Brest, Dialogue, raconte, vous savez, en Bretagne, tous les troisièmes dimanches de juillet, il y a un pèlerinage, les pardons bretons, on a le droit, contrairement à ce que disent certains ignares qui ne connaissent pas la loi de 1905 dans les médias, y compris les ministres, on a le droit d'exprimer son opinion religieuse dans la rue, on a le droit de faire des processions religieuses, c'est une opinion comme une autre. Donc il y a des pardons religieux en Bretagne. Eh bien, oui, il y a un pèlerinage islamo-chrétien depuis un demi-siècle, tous les troisièmes dimanches, en Bretagne. En Bretagne, ça peut exister. En Bretagne. Un pèlerinage islamo-chrétien. Pourquoi? Parce qu'il y a une petite chapelle des Sept Saints, une toute petite chapelle. Et cette chapelle, elle a 2 particularités. La première, c'est qu'elle est construite sur un dolmen. Donc, un reste d'une croyance polythéiste, animiste, archaïque, avant le monothéisme. Et c'est le dolmen qui fait la crypte de la chapelle. La chapelle, elle est sur le dolmen. Alors, c'est la chapelle des Sept Saints. Et voilà qu'un savant, bretonnant, Sept Saints, disait les Sept Saints de Bretagne, etc. Voilà. Non. A retrouvé dans une vieille gouelle bretonne, voilà, que, en fait, cette histoire des Sept Saints, ça existait en breton, c'était raconté en breton, mais c'est en fait, alors j'ai oublié le numéro de la sourate, c'est en fait la traduction d'une des sourates que l'on dit à la première du vendredi à la mosquée. C'est comme ça. Il se passe des choses. Toute identité est faite de relations. Elle n'est pas à racine unique. Donc, première réponse, qui pour moi n'est pas que des mots. La politique, c'est un discours, c'est un imaginaire. La politique en tant que monde commun. C'est quoi? Vous savez bien, parmi les gens qui me critiquent, c'est politique pour avoir une vision commune. C'est pour ça que je dis que ce texte devrait être le manifeste que, si certaines personnes critiquent